Bonjour à tous, bienvenue à cette première webconférence du lysosome, un nouveau programme qui vous est proposé par l'association Vaincre les maladies lysosomales, dans l'objectif de connecter les familles, les patients, les experts, grâce aux outils connectés, et donc de pouvoir aborder régulièrement des sujets scientifiques, médicaux, sociaux, et partager ainsi de l'information plus régulièrement. Pour cette première webconférence du lysosome, nous avons abordé les actualités médicales et scientifiques dans la maladie de Niemann-Pick. Donc cette conférence a eu lieu le jeudi 17 octobre 2019, à la veille de la journée internationale des maladies de Niemann-Pick. Et pour ce rendez-vous, nous avons eu le plaisir d'accueillir et d'avoir en ligne les docteurs Bénédicte Théron et les docteurs Yann Nadjar, qui sont deux spécialistes de la maladie et qui ont pu donc faire un point et répondre aux questions des participants qui étaient là en direct. Petit bémol, on a rencontré quelques soucis techniques de connexion, donc il y a eu des sauts d'image, des sauts de son un petit peu qu'on a essayé de retravailler, ou en tout cas de couper pour les plus importants, pour vous proposer un replay qui soit tout de même de qualité. Voilà, donc on s'excuse pour ces petits éléments qui seront améliorés pour la suite. Et malgré tout, vous verrez une information qui est claire, qui est simple, et qui ont été apportées donc par nos deux spécialistes. Bon visionnage et à très bientôt. Merci. Bonjour à ceux qui sont. Voilà, le projet là, enfin, ce dont je vais vous parler, c'est un petit peu une mise au point des essais thérapeutiques pour la maladie de Niemann-Pick de type C. Je vais parler en particulier des essais qui se déroulent en France, et puis s'il y a des questions, ou en tout cas j'aborderai aussi les essais qui ont lieu ailleurs dans le monde, mais pour lesquels la France n'est pas, dans lesquels la France n'est pas directement impliquée. Voilà, donc comme vous le savez peut-être, enfin, il y a 2 essais thérapeutiques principaux qui sont actuellement en cours, et dont l'hôpital Trousseau est centre investigateur pour la France. Un essai qui utilise la cyclodextrine administrée en intratécal, c'est-à-dire directement par ponction lombaire vers le liquide céphalorachidien, pour essayer de toucher mieux le système nerveux central. Et puis un autre essai qui utilise une petite molécule qui s'appelle arimoclomol et qui est donnée par la bouche. Voilà, donc tous les jours en 3 prises de médicaments d'arimoclomol. Donc ces 2 essais fonctionnent bien sûr complètement en parallèle, indépendants. Actuellement, ils ne recrutent plus, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de patients, nouveaux patients qui sont inclus dans ces essais, mais on est dans la phase de suivi dans des phases d'extension pour les 2 essais, et aussi d'analyse des premiers résultats. Alors en ce qui concerne l'essai pour la cyclodextrine intratécale, donc en France, il y a eu 3 enfants qui ont été inclus dans cet essai, et pour lesquels il y a eu au niveau mondial des premières données qui ont été données sur la première année. Là, on est quand même dans la 3e année, donc sur la première année de traitement. C'était la période où il y avait un groupe de patients qui recevaient le traitement, et puis un groupe de patients pour lequel il y avait en fait une simulation de l'administration du traitement, mais pas vraiment l'administration du traitement. Tout cela se faisait en essayant de respecter, et ça a été le cas en tout cas dans notre centre, l'aveugle, c'est-à-dire que les médecins qui étaient dans l'évaluation du traitement ou des effets secondaires ne savaient pas quel enfant recevait le traitement, ni les parents non plus. Et tous les enfants avaient une prémédication qui fait que ils se souvenaient pas non plus trop en théorie de ce qui leur était arrivé pendant le geste. Voilà. Alors sur cet essai, après cette première année où on a comparé, où il y a eu donc un groupe d'enfants d'enfants et de jeunes adultes, ça allait jusqu'à 18 ans, un groupe donc de patients qui avaient le traitement et d'autres qui ne l'avaient pas. On a eu l'autorisation en Europe, mais ça n'a pas été le cas aux États-Unis, d'utiliser un dispositif pour permettre une administration du traitement sans faire une ponction lombaire à chaque fois. Donc il y avait une intervention neurochirurgicale qui permettait de mettre en place ce dispositif, et ensuite de faire les administrations comme quand on pique une chambre, les patients qui ont une petite chambre implantable ou la peau, voilà, on pique à travers juste la peau pour administrer le médicament. Malheureusement,
le dispositif qui a été utilisé a eu des problèmes. En fait, surtout, il a glissé le long du canal rachidien. Bien sûr, c'est un dispositif qui est mis en place par les neurochirurgiens dans le canal, qui le font remonter, mais il n'est pas fixé dans le canal. On ne peut pas faire ça. Donc, certains enfants ont eu leur dispositif qui a glissé, qui est sorti en fait du canal rachidien et donc qui a dysfonctionné. On a dû reprendre les injections par ponction lombaire et pour l'instant, on n'a pas de nouveau dispositif qui a été proposé. Donc, on continue et tous les enfants maintenant sont sous traitement et donc ils ont l'administration du traitement par voie intratécale, par ponction lombaire tous les 15 jours. Voilà. Donc sur ce premier essai, le laboratoire, donc qui était initialement VETES, qui ensuite été racheté par Sucampo et ensuite actuellement Mallinckrodt, a communiqué donc au niveau notamment des associations de familles, mais au niveau aussi international pour donner un premier résultat qui était que les patients qui avaient été sous traitement et ceux qui n'avaient pas de traitement n'avaient pas de différence significative d'évolution. Entre les deux groupes, il n'y avait pas de différence significative d'évolution, mais tous évoluaient un peu mieux que l'histoire naturelle, donc que les patients qui n'avaient jamais rien eu comme traitement. Donc ça appelle une analyse plus fine des résultats, en particulier sur les traitements associés et puis sur le type de, peut-être il y a des critères, des sous-critères qui pourraient être analysés pour voir s'il y a quand même pas une différence, parce qu'il semble quand même que avec ce traitement, sur du plus long terme, il y a vraiment une différence significative qui se met en place par rapport à l'histoire naturelle. Donc voilà, ça c'est le premier essai. On a eu des petits à-coups cet été avec une suspension de l'essai qui a finalement été repris, une suspension de l'essai en Europe, en Angleterre et en France, et qui a pu être repris depuis cette semaine après avoir eu plus d'informations sur les événements indésirables de cet essai. Voilà. Donc ça c'est un premier essai. Donc pour Niemann-Pick, de l'enfant de 4 ans jusqu'au jeune adulte de 18 ans. Et puis ensuite, il y a un autre essai, donc dont je vous parlais tout à l'heure, qui est avec l'arimoclomol, qui sont donc une petite molécule qui a pour but de lutter contre le stress cellulaire et donc qui n'est pas un traitement spécifique pour Niemann-Pick, qui peut être utilisé dans d'autres maladies qui comportent un stress cellulaire en particulier, mais pas forcément d'ailleurs neurologique. Et donc cette petite molécule est aussi en cours d'évaluation, en cours d'essai. Et là, donc il y a eu aussi initialement une première partie, il y a eu 6 mois pendant lesquels il y a eu juste une observation de certains patients. Puis ensuite, il y a eu une année pendant lesquelles les patients ont reçu ou pas. Donc pareil, il y avait un groupe contrôle qui recevait pas le médicament. 2 tiers des enfants l'avaient, 1 tiers ne l'avaient pas. Et puis ensuite, eh bien maintenant tous les enfants sont traités et jeunes adultes et on est dans la phase où il y a eu une première évaluation sur la première année où on a comparé, on a pu voir les deux groupes. Et donc en fait, des premières données qu'on a, c'est que ce traitement montre une amélioration de l'évolution par rapport à l'histoire naturelle, par rapport au groupe qui n'est pas traité, et surtout quand on l'associe aux AVESCA. Donc il y a finalement peut-être un bénéfice d'association de ce médicament avec le AVESCA. Donc chez les patients qui avaient déjà le AVESCA, il y a une certaine différence significative, avec peu d'événements indésirables rapportés et peut-être surtout une surveillance du rein, mais il n'y a pas eu de complications rénale grave décrite dans l'étude pour la maladie Niemann-Pick. Dans une autre étude où cette molécule est utilisée, il y a eu des problèmes rénaux, mais qui sont peut-être liés à la maladie elle-même, qui est très différente. Voilà, donc ça, c'est 2 essais qui sont en cours en France. Alors, il y a aussi d'autres essais. Il y a beaucoup d'essais avec la cyclodextrine. Il y a alors de différents types et de différentes voies d'administration. Donc, il y a des essais qui sont plus portés sur la pharmacocinétique chez l'adulte. Il y a des essais avec administration intraveineuse, avec association intraveineuse intratécale. L'administration intraveineuse ayant pour but de traiter les manifestations non neurologiques, en particulier hépatiques, de la maladie.
Donc ça, ce sont des essais qui ont lieu dans le monde, alors aux États-Unis et aussi sur d'autres sites en Europe et pour certains aussi en Israël. Voilà, donc ça c'est la cyclodextrine, beaucoup de projets de développement qui montrent que même si les premiers résultats sont un peu décevants de ce qu'on a eu avec l'essai VTS, enfin VTS 301, eh bien il y a peut-être une analyse plus fine à avoir, des questions de dose, peut-être d'administration associée intraveineuse, intratécale, et puis surtout du plus long terme, puisqu'il s'agit d'une maladie qui évolue lentement et donc peut-être que les résultats seront plus significatifs quand on sera un peu plus à distance des traitements. Voilà, il y a aussi d'autres essais, notamment en Europe, avec la N-acétylleucine, qui est un dérivé d'un médicament qu'on utilise en France dans les troubles de l'équilibre, ce qu'on appelle le Tanganil. Donc cet essai, il y a quatre sites investigateurs en Europe. Voilà, pour cet essai. Alors, pour l'instant, c'est un essai où le traitement est donné pendant 6 semaines, puis ensuite, on évalue au bout de 6 semaines, et puis il y a 6 semaines sans traitement, et donc il y a un suivi sur ces courtes périodes, donc ce qui devrait peut-être donner des informations partielles, en tout cas. Voilà. Donc voilà sur les principaux essais actuellement en cours pour cette maladie, avec donc aussi quand même beaucoup de perspectives à venir avec l'utilisation de la cyclodextrine, et puis l'arimoclomol pour lequel on a vraiment un effet significatif sur le ralentissement de l'évolution de la maladie et qui pourrait peut-être aboutir à une mise à disposition, à une autorisation de mise sur le marché assez rapidement l'année prochaine. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y avait des questions, je regarde un petit peu. Quelles sont les prochaines étapes sur les 2 essais? Oui, donc j'ai un petit peu répondu. Pour ce qui est de l'arimoclomol, la prochaine étape, c'est de pouvoir disposer du médicament. Et ça pourrait être assez rapide. Alors en France, on a un système de mise à disposition qui s'appelle l'autorisation temporaire d'utilisation. Ça veut dire que les médicaments, avec l'autorisation des autorités de santé, peuvent être distribués sur une demande bien spécifique, personnalisée, ou éventuellement pour tout un groupe de patients, avant la mise sur le marché. Donc ça, c'est quelque chose dont à quoi on peut recourir en France, et on est en train de faire les premières évaluations pour demander ce traitement-là, et donc on devrait peut-être assez rapidement pouvoir bénéficier de ce médicament sous cette forme-là d'autorisation temporaire d'utilisation avant la mise sur le marché. Voilà, donc là c'est l'arimoclomol dont je parle bien. Voilà. Alors sur l'autre essai, on n'est pas encore là sur une perspective de commercialisation, parce que bien les premiers résultats ne sont pas significatifs, c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr qu'on apporte un bénéfice avec cette molécule sur l'essai qui est en cours, par administration intratécale, au regard aussi de la lourdeur de cette procédure thérapeutique et des événements indésirables, alors, qui sont en grande partie liés au fait de faire une ponction lombaire, mais il y a aussi des événements indésirables qui ont été décrits, dont certains embêtants. On sait qu'il y a un problème au niveau de l'audition, et donc ça, c'est quelque chose qu'on surveille de manière très, très importante, très stricte, mais il y a à la fois dans la maladie d'Iman-Pixé, possibilité que la surdité soit un symptôme de cette maladie, mais probablement un effet favorisant de la cyclodextrine sur peut-être l'aggravation ou l'apparition ou le caractère un peu définitif de cette surdité. Donc c'est pour la cyclodextrine, on n'en est pas encore à parler d'une mise à disposition et d'un traitement. On est là pour suivre l'essai, de l'évaluation avec plus de temps, plus de données pour voir quel bénéfice on peut avoir. Mais il y a d'autres essais en cours, alors la cyclodextrine intraveineux, l'association des deux. Bon, donc tout ça c'est pour l'instant en étude. Voilà. Alors, l'arimoclomol, donc le traitement qui sera peut-être bientôt disponible, c'est un médicament à prendre par la bouche. Hein. Oui. C'est combien de fois par jour? C'est 3 fois par jour. 3 prises par jour. Ouais. Adapté au poids de la personne. Hein. Donc, c'est un médicament qui est pas mauvais, contrairement aux Avesca, qui est pas très bon et qui pose problème chez les petits parce qu'on est obligé d'ouvrir les gélules quand ils ont pas les problèmes, ou chez les grands qui ont des
problème de déglutition. L'arimoclomol, c'est pas mauvais, c'est bon, pour soit vraiment goût. Voilà, c'est un médicament qui est en termes de palatabilité, de goût, ça va. Alors, en complément du Zaveska, oui, puisque dans l'essai, il y avait des patients qui étaient sous Zaveska, et d'ailleurs, ce sont ces patients-là qui ont répondu le mieux, a priori. Il semble qu'il y ait vraiment un bénéfice de l'association de l'arimoclomol aux Zaveska. Et donc, mais probablement dans ces maladies qui ont des physiopathologies un peu complexes, le fait d'apporter des médicaments qui agissent de différentes manières sur la physiopathologie, sur le développement des maladies, et bien ça effectivement peut donner des modes d'action complémentaires qui peuvent s'associer. Alors, il ne faudrait pas qu'ils se contredisent, mais en tout cas, qui peuvent s'associer. Et ça a l'air d'être parce que c'est clairement deux modes d'action différents, le Migluza, enfin le Zaveska et puis le l'arimoclomol. On ne sait pas trop comment fonctionne le Zaveska. Est-ce que c'est vraiment un inhibiteur de substrat? Est-ce que voilà. L'arimoclomol, c'est vraiment de manière non spécifique sur le stress de la cellule. Donc une cellule qui est malade, elle se stresse et l'utilisation de cette molécule a pour but de diminuer ce stress en activant des voies qui sont anti-stress. En fait. Voilà. Et donc l'essai d'arimoclomol, c'était pour les enfants et les très jeunes adultes jusqu'à 21 ans, c'est ça? Parce qu'il y a une question, est-ce que ce sera pour les adultes? Alors, ce sera l'AMM qui dira si c'est pour les enfants ou pour les adultes, mais il est clair que très probablement les adultes ont un bénéfice de ce traitement-là. Et moi, c'est sûr que je voudrais mettre les patients que je suis qui sont déjà sous Miglusta, et encore plus ceux qui sont pas sous Miglusta parce qu'ils n'ont pas pu le supporter, que je voudrais mettre ces patients-là sous arimoclomol. Oui, tout à fait. Alors, l'âge adulte, c'est 15 ans, c'est 18 ans. Quand on fait un essai qui va jusqu'à 18 ans ou 21 ans, forcément, on ouvre la porte au traitement des adultes, c'est évident. Alors que l'inverse, quand ça fait des études chez l'adulte, sans inclure les enfants, c'est beaucoup plus compliqué ensuite de valider les thérapies chez l'enfant. Voilà. Un autre essai dont j'ai pas parlé, mais ça peut-être Yann pourra en parler plus, c'est de la recherche qui concerne une molécule équivalente au Miglusta, mais qui soit bien mieux tolérée sur le plan digestif, qui n'ait pas l'action inhibitrice des enzymes qui servent à digérer les sucres. Donc ça, c'est une perspective, un autre protocole qui est en cours de configuration, enfin d'élaboration. Voilà. Oui, ce que je peux juste vous dire, c'est que il y a une boîte pharmaceutique qui a dans les tuyaux ce médicament-là, donc un médicament avec un mode d'action identique aux Zaveska, mais beaucoup moins d'effets secondaires parce que vous savez que ça peut donner des troubles digestifs importants, des diarrhées, des douleurs abdominales, etc. Bon, le problème actuellement, c'est de faire le design de l'étude, parce qu'il faut que ça puisse être éthique. On peut pas enlever comme ça le Miglusta et puis essayer un autre traitement. D'autant plus que pour les patients que je suis, pour la plupart, au bout d'un certain temps, ça va très bien au niveau digestif. Donc voilà, c'est un projet. Donc là, c'est le tout début. Si ça sera confirmé, ce sera dans plusieurs années. Il y avait une question sur la présentation de l'arimoclomol. Alors, c'est des gélules qu'on peut avaler comme ça ou qu'on peut ouvrir et c'est une poudre qui s'avale, qui peut se mélanger avec ce qu'on veut. Un peu de compote, un peu, voilà, il n'y a pas de problème, un peu de... Une question, c'est est-ce que l'arimoclomol aux patients qui sont déjà avancés dans la maladie? Donc il y a deux choses. Donc il y aura un libellé de l'autorisation de mise sur le marché qui va dire quel patient. Je pense pas qu'il y aura un groupe de sous-patients qui sera déterminé pour dire que les patients qui sont légers ou. Mais après, l'autre question, c'est est-ce que ces deux traitements-là, et c'est d'ailleurs la question sur le Miglusta, est-ce que ça va bénéficier à des patients qui ont un handicap déjà très lourd lié à la maladie? Pour les Zaveska, selon mon expérience et les études qu'on a fait, plutôt non. Il y a des effets secondaires très importants. C'est au début qui peuvent même déclencher une altération de l'état général. Et puis j'ai pas vu de bénéfice chez des patients qui avaient un handicap neurologique très important. Donc pour être clair sur la réponse, théoriquement oui, mais après c'est à discuter au cas par cas. Et ce qui est sûr, c'est que très probablement un patient avec un peu de handicap pourra plus bénéficier du traitement par arimoclomol qu'un patient lourdement handicapé. Il y a une question sur les génériques du Zaveska.
Alors, j'ai pas refait le point très récemment, mais avant l'été, les génériques du Zaveska n'étaient validés que pour la maladie de Gaucher. Oui, et mais donc, maintenant. et je ne sais pas, c'est peut-être une information pour Oui, les oui, non, gens. maintenant, c'est validé aussi pour la maladie de Niemann-Pick type C. Parce qu'on est à plus de 10 ans Ah oui. de l'AMM qui était début 2009. Ouais, exact. Donc Ouais. les pharmacies ont le loisir de pouvoir proposer le générique. Je pense que il faudrait qu'on se prononce en groupe sur ça pour voir si chacun des experts, lysosomes, cliniciens, biochimistes, etc., voit une objection à ce que le Zaveska, donc produit principe, soit remplacé par les génériques. Je pense qu'il n'y aura pas d'objection, mais il faut quand même que ce soit validé par notre. Ouais. C'est la même molécule, mais pas les mêmes excipients. C'est ça. Donc je pense qu'il n'y aura pas d'objection, mais il faut que ce soit validé par notre groupe et puis validé par générique aussi. Il y en a plusieurs, déjà, je crois. Ouais. Je crois qu'il y en a deux ou trois déjà. Alors, on lit vos questions là. La pharmacie peut-elle nous imposer le générique je crois qu'elle peut vous l'imposer si dans la prescription c'est pas marqué non substitutif. Non substituable. Non substituable. Alors c'est vrai que peut-être là un petit travail qu'on a à faire, c'est de se coordonner avec l'ensemble des médecins qui soignent des patients, de faire le point avec nos pharmacies et de voir quels génériques sont effectivement validés pour l'administration pour la maladie Niemann-Pick C. Ils peuvent être utilisés. Oui, bon, que ce soit à l'ordre du jour de notre prochaine réunion. Du coup, vous nous entendez? Oui. Nous aussi, alors. On te voit et on t'entend. Ça y est, oui. Oui, juste du coup, on était resté sur une question. Sur une question par rapport. Voilà, et notamment sur le fait de est-ce que la pharmacie centrale pouvait imposer le générique. Je crois que vous avez commencé à y répondre en expliquant qu'il y avait certainement une réflexion. Si le générique est validé, qu'il n'y a pas marqué non substituable, ils peuvent l'imposer. D'accord. Ouais. Alors, peut-être qu'on va donner la parole. Ce qui serait important, peut-être, c'est de demander aux familles pour quel générique si elles observent quelque chose. En mieux ou en pareil ou en bien. D'accord. Alors, on va peut-être donner la parole au docteur Nadjar et puis on verra les questions après s'il y en avait d'autres. Et puis sinon, si on n'a pas le temps de toutes les voir, on pourra les regarder ensemble aussi pour apporter des réponses. Voilà. Donc, docteur. Ok. C'est possible de lancer les 3 slides là que je vous avais donné. Oui, c'est ce que vous m'avez envoyé ce matin. Ah oui. Bon, moi je suis neurologue adulte, donc je vais vous parler un tout petit peu des connaissances pour ces patients-là particuliers, notamment parce que on a pu maintenant il y a un an l'étude des patients français adultes qui a regroupé beaucoup de patients, donc il a pu nous donner pas mal d'informations sur leur qu'est-ce qu'ils ont comme manifestation clinique les patients. Et en fait, c'est vraiment assez différent des formes pédiatriques. Ils ont principalement des troubles moteurs avec des troubles de la marche, des troubles d'utilisation des membres supérieurs, voilà, des troubles cognitifs et des troubles psychiatriques, dont je vais vous donner un tout petit peu de détails tout à l'heure. Et puis, par exemple, beaucoup moins de cataplexie et beaucoup moins d'épilepsie que chez les enfants. Et des particularités aussi, c'est qu'il y avait un quart des patients qui avaient une surdité et dont la moitié d'entre eux qui avaient une surdité qui avait commencé très tôt au début de la maladie, des fois même plusieurs
plusieurs décades auparavant, 15, 20, même 25 ans auparavant. Et enfin, un aspect aussi très propre aux formes adultes, c'est l'aspect psychiatrique avec plusieurs patients qui ont commencé leur maladie comme une maladie psychiatrique, éthique schizophrénie, qui sont allés dans les hôpitaux psychiatriques, qui ont été traités comme schizophrénie, qui ensuite ont été diagnostiqués d'Niemann-Pick parce qu'il y a d'autres symptômes qui sont apparus. Et donc, en gros, juste en quelques secondes, voilà comment la maladie se présente chez les patients adultes. Soit c'est un tableau très moteur avec des problèmes de coordination des membres, soit des grosses difficultés intellectuelles, donc un déclin cognitif, soit ces formes pseudopsychiatriques avec comme une schizophrénie. Alors, en gros, les symptômes, c'est quoi? C'est des hallucinations et puis un délire. Pour le diagnostic Niemann-Pick C, quand on voit l'anomalie, vous connaissez probablement, qui est l'atteinte supranucléaire du regard. Donc, quand on voit ça à l'examen clinique, ça aide beaucoup. S'il y a un antécédent de surdité, de déficience intellectuelle aussi, et puis gros foie, grosse rate. Alors, ce qui était intéressant, c'est que dans cette cohorte-là de patients, on avait vu qu'il y avait quand même 40% des patients qui commençaient uniquement par un symptôme. Et donc était souvent diagnostiqué plus tard dans l'histoire de la maladie. Alors là, je vais parler. Et donc je vous dis ça parce que on s'est ensuite posé la question comment faire pour les diagnostiquer plus tôt, puisque quand ils ont un symptôme, la plupart du temps, la maladie de Niemann-Pick type C n'est pas recherchée. Et sachant que maintenant, il y a depuis plusieurs années des nouveaux biomarqueurs qui sont diagnostiques, qui ont été étudiés. Donc ça veut dire que à l'heure actuelle, il y a une prise de sang avec un dosage derrière de biomarqueurs, des oxystérols ou d'autres marqueurs qui permettent de suspecter très fortement la maladie. Donc, il n'y a plus besoin actuellement, en première ligne en tout cas, de biopsie de peau. Et donc, ce qu'on a vu chez les adultes, c'est qu'il y a un de ces marqueurs qui s'appelle le l'ISO 509 qui est vraiment très sensible. Là, vous voyez que c'est la barre verte, là, c'est très élevé chez les patients Niemann-Pick C adultes. Et du coup, on a voulu voir est-ce que ça pouvait servir chez les avec un 3 syndromes que je vous ai marqué sur la slide d'avant, l'atteinte motrice et ou l'atteinte cognitive et ou l'atteinte psychiatrique. Et on a regardé dans toute cette population-là, est-ce que ça servait de faire cette prise de sang avec les biomarqueurs. Et sur environ 250 patients, on a pu diagnostiquer 2 patients. Il est ici. En fait, avec des taux de 69 très élevés, beaucoup plus élevés que le reste des patients qui n'avaient pas de maladie de Niemann-Pick type C. Et donc, peut-être que maintenant, ou dans les années qui vont venir, on va utiliser beaucoup plus facilement ce dosage-là de l'oxystérol ou de l'ISO 509, surtout pour faire des diagnostics de maladie de Niemann-Pick type C plus tôt à l'âge adulte. Sachant que plus le diagnostic est fait tôt, plus on peut mettre un traitement tôt et probablement que c'est mieux pour le pronostic. Et juste une dernière slide avant vos questions sur l'étude qu'on a fait, mais en rétrospectif, de l'efficacité à très long terme, c'est-à-dire sur 10 ans d'évolution, du Miglusta. Et ça rejoignait mon impression clinique à moi qu'il y a quand même un nombre important de patients que j'entoure là sur la slide, qui n'ont pas changé de score moteur, c'est-à-dire qu'ils sont restés stables, et ce après de nombreuses années d'évolution. Donc c'est pour ça tout à l'heure, j'ai vu un commentaire comme quoi chez l'adulte, le Miglusta a quand même permis, je pense, assez clairement de stabiliser la maladie qui de nature est une maladie d'évolution progressive. Alors, par contre, ce qui est vrai, c'est que ça marche pas chez tous les patients, puisque vous voyez là les triangles bleus, c'est des patients qui ont eu le Miglusta pendant plusieurs années et qui n'ont pas évolué de manière très favorable, puisqu'ils ont aggravé leur score moteur. Mais là, en restant les patients rouges qui ont dû arrêter tôt, qui ont été aggravés plus sévèrement. Donc, le Miglusta chez l'adulte, c'est un bon médicament qui permet chez un nombre important de patients, peut-être un petit peu plus de la moitié, de stabiliser la maladie.
Par contre, il y a des patients qui répondent moins bien et a priori, c'est quand même principalement les patients qui ont un handicap sévère neurologique au moment de l'introduction du traitement. Alors, ah bah zut, ils disent sont très hachés. Bon, ils n'ont pas l'entendre. Le son est bien maintenant ou ça va pas bien? Bien, très. Ah, ok, super. Alors là, il y a une question. Question, est-ce que la rimoclomol pourrait stabiliser ou C'est où? supprimer les crises d'épilepsie? Ben, peut-être, enfin, on aimerait bien, on espère, on n'en est pas sûr, et c'est un peu l'expérience qu'on va accumuler au fur et à mesure avec ce traitement. Ce qu'on veut dire, c'est que pour un patient qui avait déjà une épilepsie avant et qui sont entrés dans le protocole en ayant une épilepsie assez active, il n'y a pas eu de catastrophe. Enfin, il y a plutôt quelque chose de stable. L'épilepsie n'a pas complètement disparu, mais elle est des crises sont courtes, n'ont pas augmenté en fréquence, sont peut-être plutôt un peu moins fréquentes. Voilà. Donc, il y a peut-être un petit effet. Je dirais pas non plus que que l'épilepsie est guérie, mais peut-être ça pourra aider en plus des traitements antiépileptiques. Et ça, il faudra l'évaluer sur du plus long terme, je pense, et avec plus de patients. Alors, est-ce que l'épilepsie cataplexie peut-il se réduire en grandissant? Alors, la cataplexie, elle débute dans les formes infantiles ou les formes juvéniles précoces. Quand elle est là, elle a besoin d'être traitée avec des médicaments. Pour moi, elle ne disparaît pas toute seule avec l'évolution de la maladie. Je ne sais pas si dans ton expérience, Yann, il y a des patients qui ont été fortement marqués par ces symptômes pour lesquels, à l'âge adulte, il n'y en a plus du tout ou c'est... Non, moi j'ai pas vu ça. Et pour l'épilepsie, pareil. Les quelques patients que j'ai vus qui venaient de la pédiatrie et qui sont venus me voir, ils avaient eu le temps d'être bien équilibrés au niveau du traitement antiépileptique et c'était pas possible de le diminuer même s'il était assez important. Donc j'ai pas vu de manière claire de diminution des crises d'épilepsie à l'âge avançant. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'au niveau technique, c'est moyen parce que ça coupe parfois. Alors, pensez-vous qu'il vaille mieux demander le Zaveska et non un générique? Donc moi, personnellement, je ne le pense pas, mais comme je vous ai dit, on va prendre une décision par rapport à cette question-là de générique, notre groupe, et on donnera une réponse comme ça, collégiale, aux patients qui nous demandent et aux pharmacies qui nous demandent. En tout cas, je pense vraiment pas qu'il faut. Là, s'il y a parmi vous, s'il y a des patients qui prennent le générique, il faut pas du tout s'inquiéter. Continuez à le prendre, c'est très bien. Nous, on prendra la décision. Si ce que je ne pense pas, on dira qu'il y a quand même une possibilité que le générique ne soit moins adapté que le médicament Princeps, mais il sera toujours temps de changer puisque nous, après, on peut faire des prescriptions en marquant non substituable. Une question sur la maladie de Crohn associée à la maladie de Mann-Pixé. Alors oui, il y a plusieurs patients, ça reste rare, mais peut-être un petit peu plus fréquent que dans la population générale. Il y a peut-être un peu plus de maladies de Crohn chez les patients qui ont maladie de Mann-Pixé de type C que dans la population générale. Donc on considère qu'il y a une petite association. Oui. Toi, tu en connais combien? Moi, j'en connais 2. Moi aussi, je pense que c'est les mêmes, donc... Enfin, c'est des formes pédiatriques. Hein. Des formes pédiatriques? Enfin, toi, on connaît un adulte qui est devenu adulte ouais. et moins pédiatrique. Donc, il y a peut-être 3 dans la population française touchée par cette maladie. Ouais, donc c'est hypothétique, quoi. On peut pas affirmer, en tout cas. C'est difficile dans les maladies rares de faire les liens entre la maladie et certaines manifestations, parce que comme par définition la maladie est rare, on n'a pas beaucoup de cas et on a du mal à savoir si c'est le hasard ou si c'est lié à la maladie. Et des fois, au fur et à mesure des années, avec l'accumulation de l'expérience, on arrive à avoir une réponse plus claire. Alors, il y a quelqu'un qui dit qu'il attend une réponse. L'hôpital de Vannes attend votre réponse. Mais alors, c'est quoi la réponse? Non, c'est pour le
Ah, pour le générique. Ouais, pour le générique. Ouais, d'accord. Avec le recul de 10 ans de l'AVSK, voyez-vous une évolution positive par rapport à ce que vous connaissiez avant? Moi, je dirais oui. Enfin, je dis oui d'ailleurs. Très clairement. Alors, plus la maladie a débuté tard, plus le Zaveska semble apporter un bénéfice. C'est-à-dire, moins la maladie évolue de manière forte, plus le Zaveska a le temps d'agir, peut-être. On pourrait dire les choses comme ça. Est suffisamment, est un peu plus efficace quand la maladie est pas trop rapide d'évolution. Et c'est ce qu'on retrouve. Alors, moi, j'ai parlé pour les formes pédiatriques. Chez les enfants qui ont commencé plus tard leur maladie, clairement, le Zaveska ralentit mieux l'évolution. Alors, c'est vrai qu'il ne guérit pas complètement, il n'enlève pas complètement la maladie, mais il stabilise ou il ralentit l'aggravation. Chez les tout petits, on va dire qu'il ralentit l'aggravation, mais il n'empêche pas complètement cette aggravation. Peut-être que ça, on l'obtiendra avec des combinaisons thérapeutiques, justement en essayant de traiter cette maladie par différentes voies, différents systèmes métaboliques, biologiques, enfin au niveau cellulaire. Voilà. Alors, la question pour moi, la même question. Le problème, c'est que je m'occupais pas de ces maladies-là, parce que j'étais encore externe et interne il y a 10 ans. Donc, j'ai pas d'expérience personnelle, mais en lisant la littérature, en essayant de recueillir des données rétrospectives, etc., pour moi, chez l'adulte, ça semble clair qu'il y a une évolution positive. C'est ce que je vous ai montré, en fait, des patients qui, après 10 ans d'évolution, sont complètement stables, c'est-à-dire vraiment zéro aggravation. Quand même, j'en suis plusieurs et ça, je n'ai pas vu ça décrit auparavant de manière historique, avant l'ère du Zaveska. Donc, pour moi, c'est assez net que c'est un traitement qui a son intérêt. Alors, là, j'ai pas compris. Le Miglusta, c'est aussi Parkinan ou Abilify? Ça, je sais pas. Non, il y a une question sur des médicaments. Miglusta, c'est le Miglusta. Parkinan ou Abilify, c'est d'autres médicaments qui sont des médicaments qui agissent sur la neurologie, sur le système nerveux, qui sont des neuroleptiques ou qui sont des anti-parkinsoniens. C'est autre chose. Alors, les essais en cours restent des traitements palliatifs. Peut-on espérer un médicament ou un traitement qui guérit la maladie? Alors, il y a des projets de thérapie génique. Est-ce que cette thérapie génique, elle va guérir complètement la maladie? L'expérience qu'on a sur d'autres maladies qui sont des maladies chroniques d'évolution comme ça progressive, c'est que ça ne peut pas permettre de récupérer des neurones qui sont détruits, par exemple. Ça aide à fonctionner les cellules qui sont là, mais ça peut pas récupérer le tissu qui a été déjà détruit. Donc, on peut se dire que la thérapie génique, si elle est faite très précocement, avant qu'il y ait des lésions, sera peut-être plus bénéfique que si elle est faite tardivement, mais c'est un peu le cas aussi pour tous les traitements dans ces maladies. Ce qui va se passer avec la thérapie génique, c'est qu'en général, il y a un traitement un jour J, quoi. Ça se fait une fois, et puis ensuite, on a mis l'organisme un vecteur qui sert d'usine à fabriquer la protéine qui manque, et donc on n'a pas besoin de faire des injections, de reprendre des comprimés tout le temps, etc. Voilà. Donc c'est peut-être plus ça qu'on attend du traitement par la thérapie génique que de faire disparaître complètement, de rendre une vie complètement normale, parce qu'on est dans la maladie Mann-Pixé confronté à l'atteinte d'un organe, le cerveau, qui ne se reproduit. C'est pas comme des cellules de la peau qui vont se multiplier. Voilà, les neurones, on en a un certain nombre et puis ils vont pas proliférer, ou se multiplier, compenser la perte des neurones qui sont décédés. Donc, c'est plus le type de maladie et l'atteinte de l'organe cerveau qui est limitant pour l'efficacité des médicaments pour récupérer un état pré-maladie. Voilà. Est-ce que la majorité des patients a des problèmes de douleur? Non. La majorité de mes patients n'ont pas de problème de douleur. Après, dans une forme très évoluée de la maladie, où le patient est en lit, alité en permanence. Après, il y a effectivement ce type de patients-là ont souvent des douleurs, mais qui sont non spécifiques de la maladie, qui sont liées à l'alitement prolongé, aux rétractions tendineuses, etc. À la dystonie, peut-être, ouais, aux contractions musculaires. Voilà, mais la maladie en soi, non.
Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, non, je pense qu'effectivement, ce qui est douloureux, c'est quand les muscles sont très contractés, quand les articulations sont mises sous tension, c'est ça qui va être plus source de douleur. En dehors, bien sûr, de tout événement douloureux qu'on peut trouver, des problèmes de dents, des problèmes ORL, etc. Et puis après, il y a tout le côté digestif, constipation, reflux, voilà, ça c'est des choses qui peuvent aussi se surajouter, qui sont la conséquence finalement d'un état neurologique altéré, mais qui ne sont pas des atteintes spécifiques de la maladie. En dehors bien sûr de la maladie de Crohn qui a pu être rapportée chez quelques patients. Alors, il y a une question sur toujours sur l'épilepsie. Alors, avec notamment la question d'avoir fait ou pas le tour des médicaments antiépileptiques. Alors, dans les traitements de l'épilepsie, il y a, on peut dire, très régulièrement des nouveaux traitements qui arrivent. La question du cannabis, on est incapable d'y répondre actuellement. Pour l'instant, l'autorisation d'utilisation du cannabis en France dans l'épilepsie est très réglementée, avec 2 indications, autorisation de mise sur le marché dans deux syndromes épileptiques de l'enfant très particuliers, syndrome de Dravet et syndrome de Lennox-Gastaut, et on n'a pas le droit légalement, enfin on pourrait être accusé de faute professionnelle, surtout s'il y a des complications en particulier, de prescrire du cannabis en dehors de ces syndromes-là. C'est peut-être des choses qui vont évoluer dans finalement, il n'a pas une supérieure sur le traitement de l'épilepsie que les autres antiépileptiques. C'est-à-dire que c'est la réduction de plus de 50% des crises avec le cannabis, c'est la même chose qu'avec n'importe quel antiépileptique quand on les donne de manière adaptée. Et le cannabis, ça a beau être naturel, entre guillemets, il y a des effets secondaires qui peuvent être graves au niveau du foie et du rein en particulier. Donc, c'est aussi quelque chose qu'il faut mener avec prudence. Pour l'instant, en tout cas, nous, on n'a pas d'autorisation de le prescrire en dehors du cadre légal. Voilà, je ne sais pas. Après, il y a le cannabis en termes de traitement des douleurs, ça, c'est autre chose. Peut-être que tu peux plus en parler, parce que chez l'adulte, Non, j'en sais pas plus que ça. Non. dans la sclérose en plaques. Voilà, dans la sclérose en plaques. Donc, parce que cannabis, bon, ça veut pas dire grand-chose. Hein, c'est juste des molécules qui agissent sur des récepteurs endocannabinoïdes. Pour la sclérose en plaques, c'est pour la spasticité l'indication. Donc, Alors, Marie Vanier, attends, on va lire. Thérapie génique et Niemann-Pick C1, compte tenu des propriétés de la protéine NPC1, ce pourrait être une approche parmi d'autres, en association avec d'autres traitements et sûrement pas seul, oui. Je pense qu'on a conscience maintenant de plus en plus dans ces maladies qui touchent le système nerveux et qui sont progressives, qui sont évolutives, qu'on va avoir plus d'intérêt à donner des combinaisons thérapeutiques, un peu ce qu'on observe d'ailleurs avec arimoclomol associé au Migusta, aux Avesca, c'est que la physiopathologie, le mécanisme d'apparition de ces maladies est complexe. Il y a des phénomènes en cascade, il y a peut-être le métabolisme du calcium, il y a le stress cellulaire, il y a les lipides, enfin tout ça. Et donc peut-être qu'en arrivant avec des molécules qui vont agir à ces différents niveaux, on sera plus efficace qu'avec une seule. Voilà, c'est un peu ce qui s'observe finalement actuellement. Est-ce que l'épilepsie aggrave ou accélère la maladie en tant que telle? À ma connaissance, l'épilepsie n'aggrave pas le dysfonctionnement lié à la maladie Niemann-Pick de type C, mais c'est vrai qu'une épilepsie qui est très active, gêne l'enfant ou l'adulte pour ses activités quotidiennes, pour le fonctionnement de son cerveau. C'est un handicap supplémentaire. C'est un handicap supplémentaire, effectivement. Mais ça n'est pas quelque chose qui va, entraîner un cap irréversible en soi sur le plan métabolique de la maladie. C'est plus que tant qu'il y a une maladie qui peut être significative d'une maladie aussi qui est en train d'évoluer, elle a aussi un retentissement sur l'état de la personne. La fatigue est liée à la maladie ou à la prise de médicaments, le matin ou le soir. C'est sûr que les médicaments antiépileptiques, c'est sûr que ça fatigue et c'est responsable d'un effet selon. Alors ça, je pense qu'il y a des patients aussi qui, du fait propre de la maladie, ont un état de vigilance qui est pas normal. Ils sont plus somnolents, ce qui est différent de fatigable. Hein, voilà. Et je pense qu'il y a des syndromes narcoleptiques qui ont été décrits avec le Niemann-Pick C. Tu voulais rajouter quelque chose?
Non, c'est vrai que la narcolepsie, c'est quelque chose qu'on peut prendre pour de la fatigue. Et donc, il faut le diagnostiquer, le repérer, parce qu'il y a des médicaments spécifiques de la narcolepsie qui peuvent aider quand même à stabiliser ce trouble, ou en tout cas à lutter contre, voire à le traiter de manière efficace. Après, faire part des choses entre l'effet des médicaments et l'effet de la maladie, quelquefois, c'est en se passant d'un Du coup, on va regarder, il y a peut-être deux, il y a beaucoup de questions. Hein, du coup, c'est aussi votre timing qui nous guide. Les questions auxquelles on n'aura pas pu répondre, on va les noter, et puis peut-être qu'on vous les soumettra. Voilà, ça peut être. Il y a des choses qui reviennent, donc ça peut être voilà pour avoir une réponse à donner, et puis on pourra recommencer. Hein. Voilà, donc je vous. Qu'est-ce qu'on avait? Alors, je remonte. Il y avait juste 3 mots sur la fatigue, là. Je ne sais pas si vous avez entendu. Voilà, on avait une question donc, sur la fatigabilité. Bon, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut au moins vérifier qu'il n'y a pas de problème nutritionnel, de sommeil et d'anémie. Déjà, c'est des choses un peu de base, éventuellement de vitamine D, voilà, des choses comme ça. Et puis ensuite, effectivement, faire la part des choses entre les médicaments et la maladie. Ça peut être du tâtonnement à voir avec son médecin, ça peut être des questions de dose de médicaments. Donc ça, c'est vraiment du cas par cas, quoi. D'accord. Alors, on avait une question d'Élodie, donc c'est au sujet d'une Maxime dont on a diagnostiqué Niemann-Pick il y a 2 semaines. Donc voilà, beaucoup de questions. Hein. Chaque parent ici et médecin peut se douter de tout ce qui se passe. Donc, c'est à quoi s'attendre pour l'avenir? Est-ce que la majorité de vos patients restent stables sous traitement? L'espérance de vie est-elle la même que pour une personne non malade? Voilà une question. Alors, c'est impossible de répondre de manière simple. Il y a des choses qui dépendent de la personne, de la famille. Il y a des choses qui dépendent de l'âge d'apparition de la maladie. Voilà. Donc ensuite, quand il s'agit, je ne sais pas, Maxime est un adolescent, si j'ai bien compris. 15 ans. C'est ça. Donc c'est une forme qu'on appelle juvénile de la maladie, qui est plutôt d'évolution beaucoup plus lente que les formes du petit enfant, du tout petit enfant, et pour lesquelles l'espérance de vie peut ne pas être très impactée. Bon, après, je peux laisser la parole à Yann Nadjar, le Miglusta étant quand même assez efficace sur un ralentissement de l'évolution de cette maladie, ralentissement de l'aggravation de la maladie. Oui, comme je vous ai montré, le Miglusta, chez certains patients, ça stabilise la maladie. Donc, ça change l'histoire naturelle de la maladie. Voilà. Je vous ai pas montré une slide aussi où on a montré qu'il y avait probablement moins de mortalité avec le Miglusta. Là, je parle pour les formes tardives, comme celle pour laquelle on nous pose la question. Et puis, il faut aussi garder en tête que voilà, il va peut-être y avoir l'arimoclomol qui va être un traitement synergique du Miglusta et bien qui va encore améliorer les choses. Peut-être qu'il y a plus de patients qui vont pouvoir être stabilisés par le traitement médicamenteux ou peut-être pour plus longtemps. Parce que, par exemple, ce que je vous ai montré, c'était sur 10 ans, hein, mais après, il faut voir qu'est-ce qui va se passer sur 20 ans. Ça, on ne sait pas encore. Ça fait depuis 10 ans et un petit peu plus qu'il est utilisé, le Miglusta, mais sur 20 ans, on ne sait pas ce qui va se passer. Voilà. Merci beaucoup pour cette première webconférence. Beaucoup de questions. Bon, voilà, il y a des petits soucis techniques qu'on va corriger pour la prochaine fois. Merci docteur Héron, merci docteur Nadjar. Et puis, de rien. Merci à vous. Au revoir à tous. À bientôt. Au plaisir. Merci à tous d'avoir participé. Donc on vous donne une suite de tout ça très prochainement. On va regarder du coup ce que la vidéo donne. Alors on la partagera de toute façon avec ceux qui n'étaient pas là aujourd'hui, mais on va quand même vérifier avant voilà, du rendu et de la manière de la diffuser. Merci à tous et au plaisir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.